Internet. Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du débrief de The Last of Us, un épisode un petit peu spécial pour cet épisode 6 de la série, puisque je suis de nouveau seule, mais aussi puisque ceci n'est pas un replay de live Twitch. Je vous explique, ne vous inquiétez pas. Il se trouve, alors vous ne le savez peut-être pas si vous consommez surtout mes débriefs de séries et mes contenus les plus nerds, et je ne vous en voudrais pas, mais j'ai aussi un certain engagement féministe que vous avez peut-être décelé au fil de mes prises de position, même dans ce podcast. Et sur ma chaîne Twitch, je ne fais pas que des débriefs de séries télé avec des zombies et des dragons, je parle aussi de plein de sujets liés à la vie des femmes en général et sur Internet. Et il se trouve que j'ai récemment fait mon premier shooting de nu, donc j'ai été photographiée à poil, n'est-ce pas, par un photographe professionnel, et je me suis dit, je vais flouter les parties qu'il faut flouter bien sûr de mon corps, puisqu'on n'a pas le droit d'être toute nue sur Internet, encore moins quand on est une femme, mais je vais quand même faire un live pour en parler, pour parler de la démarche, expliquer comment j'ai décidé de faire ça, à quoi ça ressemblait, combien ça m'a coûté, comment je me suis sentie pendant et après, et regarder les photos avec les gens sur Twitch. Rappelons des photos floutées. Ma chaîne Twitch a été bannie pendant 3 jours. Voilà. Donc, j'ai joué, j'ai perdu. Je ne peux pas faire de live Twitch ce mardi pour la saison 6 de The Last of Us, pour la semaine 6 de The Last of Us. Et je n'ai donc pas d'invité. Je suis de nouveau solo comme la semaine dernière. Mais contrairement à la semaine dernière, je suis sobre. Je sais que vous êtes ravis de l'apprendre. Et je me suis dit qu'à cela ne tienne, je ne vais pas laisser le Twitchiarca qui m'interdit d'être une femme qui parle de body positive et d'amour de soi sur Internet m'empêcher d'être aussi une femme qui vous parle de trucs de nerd. Il est pas né celui qui va m'interdire de parler de zombies champis et de Pedro Pascal qui pleure. Donc je vais vous tenter un petit débrief totalement solo et pas du tout en live de The Last of Us épisode 6. J'ai un peu d'espoir que ça soit un peu moins long que d'habitude parce que je suis vraiment toute seule. En même temps, est-ce que j'ai l'habitude de faire des formats courts ? Assez peu. Ok, donc on va faire ça. Je vais reprendre le déroulé de l'épisode 6 avec vous. Enfin avec vous. Vous êtes là. Moi je suis toute seule chez moi. Et je vais vous dire un petit peu ce que j'ai pensé de cet épisode, des différentes parties qui les composent. Et je vous ai demandé sur Instagram, abonnez-vous, MYMYHGL, de m'envoyer vos questions, vos réactions, vos incompréhensions par rapport à cet épisode pour avoir un petit peu de matière pour préparer ce podcast. Sachez que je l'ai extrêmement bien préparé. Genre je déconne même pas. J'ai un conducteur et tout. D'habitude, c'est beaucoup plus light parce que je me dis, on est deux, ça va couler. Là, je me dis, je suis toute seule devant mon micro. Et j'ai aussi très envie de ne pas faire de montage sur cet épisode. Donc, l'idée, c'est de tout dérouler en une prise, de rien cutter et de vous envoyer ça dans vos applis. Et vous savez quoi ? Je vais y arriver parce que je sais faire ça. Ok ? On est parti pour le débrief de The Last of Us, saison 1, épisode 6. Petit point spoiler alerte comme d'habitude pour commencer au cas où vous débarquez. Je ne vais pas vous spoiler ce qui se passe dans la suite de The Last of Us. Je n'ai personnellement pas joué au jeu, mais du coup pour cet épisode je me suis renseignée sur les différences entre le jeu et la série, donc on fera un petit point là-dessus. Je n'ai pas beaucoup d'infos sur ce qui va se passer dans la suite immédiate de cet épisode et le but n'est pas de vous gâcher le plaisir. Par contre, on va parler en détail de tout ce qui s'est passé dans les 5 épisodes précédents et dans l'épisode 6 inclus bien sûr. Donc si vous espérez un avis sans spoiler sur The Last of Us, vous êtes au mauvais endroit. En même temps, vous devriez commencer à le savoir, j'aime bien parler longtemps et en profondeur. Ce serait compliqué de faire des débriefs de 2 heures, 2 heures et demie si on parlait pas du contenu de l'épisode avec un petit peu de spoiler. Ok, let's go. Donc on avait laissé Ellie et Joel traumatisés par la mort de Sam et le suicide de Henry qui avait permis à Bella Ramsey de pousser un glapissement d'horreur dont je me souviens encore et qu'ils ont décidé de nous remettre au tout début de cet épisode puisque, alors, j'ai pas compris exactement pourquoi ils nous remettent ce flashback. C'était une scène qui était traumatique mais pas plus que d'autres qu'on a eu, je veux dire, ils nous ont pas remis la mort de Tess, il y a eu d'autres scènes traumatiques auxquelles on n'a pas eu spécialement de nouveaux droits. J'avais pas forcément envie de réentendre ce cri d'horreur de Bella Ramsey, mais écoutez, je peux y survivre 2 ou 3 fois d'affilée. Et l'hypothèse que j'ai vue dans mes petits podcasts de nerd que j'écoute, c'est que, en fait, dans le jeu, c'est ça qui se passe, c'est qu'il y a la mort de Henry et Sam, et immédiatement après, il y a un cut vers 3 mois plus tard. Alors que là, dans la série, ils nous avaient intercalé une scène rajoutée à la toute fin de l'épisode 5, où Ellie et Joel enterrent Henry et Sam et Ellie pose l'ardoise du jeune Sam sur sa tombe avec inscrit dessus « Je suis désolée », ce qui était un crève-cœur.
Donc a priori c'est peut-être pour rendre hommage aux jeux vidéo qu'ils ont remis la scène de mort de Henry et Sam suivi immédiatement du cut à 3 ans plus tard, à 3 mois plus tard, pardon, puisque c'est comme ça que ça se passe dans le jeu. Bon, peut-être pas. Toujours est-il qu'on est 3 mois plus tard. Et alors, on m'a demandé sur Instagram à quoi sert ce time jump. Personnellement, il m'a pas dérangé. Je trouve qu'il nous donne quand même une certaine idée de l'immensité de la distance qu'il y a à parcourir, puisque les États-Unis, le saviez-vous, c'est très grand, mais aussi du temps qui a permis à Joel et Ellie de développer leur relation. Et en fait, là, en soi, ça fait vraiment pas très longtemps qu'ils voyagent ensemble. Et rappelons que Ellie était chez les Firefly depuis quelques semaines seulement. Tommy avait disparu depuis 2 à 3 semaines. Donc on était sur quelque chose d'assez rapproché en termes de temporalité. Et je trouve que ce time jump permet du coup d'expliquer assez facilement l'évolution de la relation entre Joel et Ellie. Je trouve qu'on voit immédiatement dès le début de cet épisode qu'ils sont plus familiers, ils sont plus à l'aise l'un avec l'autre, ils rigolent plus ensemble, ils ont des private jokes, voilà. Puisqu'on a évidemment une séparation potentiellement tragique à la fin de l'épisode, potentiellement définitive aussi, c'est important de renforcer cette relation. Et comme on passe beaucoup d'épisodes à aller d'un endroit à l'autre et à pas forcément creuser toujours l'aspect émotionnel qui les unit, rappelons qu'on a aussi eu tout un épisode 3 qui était quasiment centré que sur une histoire parallèle, c'était le meilleur, c'était trop bien. Et ben ces 3 mois permettent de justifier l'évolution rapide de la relation entre Joel et Ellie en une ellipse, tout simplement. Donc bon, ça ne m'a pas dérangé. Et on a cette intro très savoureuse, j'ai trouvé, sur un couple de natifs américains qui assez âgés, qui visiblement vivent en autarcie et en autonomie totale à survivre de ce que la nature leur offre, de ce qu'ils peuvent chasser et cultiver, dont l'épouse a reçu Joel et Ellie avec un bol de soupe et posé sur son rocking chair, ce qui a l'air d'agacer quelque peu son mari, mais en même temps il a pas l'air très surpris. Et donc ce couple permet à Joel et Ellie d'en savoir un petit peu plus sur le territoire où ils se trouvent, puisqu'ils se sont visiblement perdus, ce qui se comprend dans la pampa américaine en plein hiver. Et il leur indique notamment une zone de grand danger derrière la River of Death, la rivière de la mort, où ils leur disent il faut pas aller à l'ouest de cette rivière car c'est dangereux. On a vu des corps, donc pas désinfectés, mais des corps qui ont été laissés par des gens visiblement violents. Joel et Ellie disent ok vu et vont bien sûr décider d'y aller quand même. L'autre intérêt de cette petite intro, c'est de nous montrer pour la première fois une vraie crise de panique de la part de Joel, qui en sortant flanche et s'appuie contre un poteau, ce qui semi-inquiète Ellie, semi elle lui fait des vannes en mode meurs pas parce que si tu meurs bah moi je m'en sortirai jamais. Et lui il est là, c'est marrant parce que c'est exactement pour ça que je fais des crises de panique, mais il lui dit pas évidemment car c'est Joel, il dit pas les choses. Donc c'est important quand même d'avoir cette idée de ça fait 3 mois et Joel a beau avoir l'air toujours assuré, en fait il est pas bien, il est en train de subir le stress de cette situation où il se retrouve en protecteur d'Ellie, ce qui lui rappelle son incapacité, selon lui son échec à protéger sa propre fille, bien sûr qui avait le même âge. Et le fait d'être perdu, le fait d'avoir des dangers qui les entourent visiblement de toutes parts, de ne pas voir le bout du tunnel, soit pour sa mission officielle à lui, qui est à la base de retrouver son frère, soit sa mission en vrai dans son cœur et dans sa tête, qui est de protéger Ellie à tout prix et idéalement de l'amener jusqu'aux Fireflies pour faire un vaccin avec elle. Et ben cette mission, elle commence à lui peser sérieusement sur la psyché. Et c'est important qu'on voit cet aspect faillible et inquiet de Joel pour la suite de l'épisode, bien évidemment. Ensuite, on a l'équivalent d'une bonne partie du Seigneur des Anneaux, la communauté de l'anneau, à savoir de la rando. Voilà, entre Joel et Ellie. Ils marchent dans de très beaux paysages, ils papotent, on sent que la communication est plus fluide. On a une très belle scène autour du feu où Ellie goûte une petite lampée de Sky, de whisky. C'est visiblement pas sa première puisqu'elle dit c'est toujours pas bon et en même temps voilà, elle a pas encore l'habitude d'en boire, espérons qu'elle ne la prenne jamais. C'est intéressant, je trouve qu'on voit que c'est pas sa première fois avec de l'alcool. Elle est quand même assez jeune. Je pense que c'est rare d'avoir bu un alcool fort à cet âge-là. Mais ça montre que c'est pas une enfant normale, entre guillemets, selon les codes de nos sociétés. C'est une enfant qui a grandi à la dure. On sait qu'elle était orpheline, on sait qu'elle a été confiée à l'armée, donc Fedra, qu'on sait être assez autoritaire, qu'elle a grandi du coup dans un genre de camp d'entraînement. Et il est fort possible que ces gamins-là, oui, y ait de la gnôle qui circule plus jeune que 13-14 ans. Mais en tout cas, on voit que Ellie, ça lui a pas spécialement plu. Et c'est un joli moment où Joel et Ellie parlent de leurs rêves respectifs. Joel lui confie que le jour où tout ira bien, où le monde sera sauvé, lui, il voudrait ouvrir un ranch et élever des moutons parce que les moutons, ça fait ce qu'on leur dit de faire. Et
Et c'est calme, ce à quoi j'ai répondu, n'as-tu jamais vu des moutons? Car les moutons, ça fait beaucoup de bruit, et ça peut être assez caractériel. C'est pas pour rien qu'on a des chiens pour s'en occuper, parce qu'un troupeau de moutons qui fait pas ce que tu lui dis de faire, il se passe des choses. Mais ok, Joël, c'est un peu un citadin, qui est là en mode, ouais, j'aurai un ranch avec des moutons, mais comme moi, des fois, je me dis, ouais, j'aurai une auberge au pied d'un moulin, quoi. Probablement pas. Ellie, au contraire, a cette très belle réflexion sur le fait que, comme elle a grandi enfermée par, d'un côté l'océan, de l'autre la barrière infranchissable de la zone de quarantaine de Boston, eh bien, sa seule échappatoire, son seul rêve d'ailleurs, c'était de lever les yeux pour regarder en l'air, puisqu'en l'air, c'était pas entravé, et que du coup, ce qu'elle aurait envie de faire, c'est être astronaute, et elle cite du coup plusieurs grands astronautes, dont une grande astronaute, Sally Ride, ce qui permet aussi de rappeler que le temps s'est arrêté en 2003. Il y a plus de nouvelles références culturelles, il y a plus de nouveaux astronautes, et du coup c'est des références qui datent un petit peu, mais c'est normal puisque il n'y a pas eu l'homme sur la lune, il y a eu l'homme sur la lune, il n'y a pas eu l'homme sur la lune, il n'y a pas eu Curiosity sur Mars, il n'y a pas eu la Tesla d'Elon Musk dans le fucking espace. Et pour Ellie, c'est un rêve qui est très pur, je trouve, et je trouve que c'est trop beau de voir cette petite gamine dans un monde post-apo qui n'a aucune raison de croire qu'elle pourra un jour aller dans l'espace, mais qui, sait que c'est possible, et deux, commence à croire que peut-être ça peut redevenir possible. Donc, et que peut-être elle sera légitime à le faire. Est-ce que j'ai envie qu'on fasse un 30 ans plus tard, la société va mieux, et Ellie part dans l'espace, et c'est son premier vol, et Joel il est là, et il pleure, et on pleure tous, et ça devient Interstellar? Bien sûr. Est-ce que c'est la série qu'on est en train de regarder? Pas vraiment. Il y a un autre moment intéressant que j'ai trouvé dans cette scène, c'est que Joel, il mentionne quand même que si Marlene, donc la chef locale des Fireflies qui lui a confié Ellie, souvenez-vous, à Boston, qui s'était pris une balle dans le bide, si Marlene pense qu'avec le sang de Ellie, on peut faire un vaccin, Joel, il lui fait confiance parce qu'il dit qu'en gros, elle est loin d'être bête et que si Marlene pense que c'est possible, il y a moyen que ce soit possible parce que Ellie lui confie, Miskina, qu'elle a essayé de soigner Sam, le petit infecté dans l'épisode précédent, en lui mettant de son sang à elle dans sa plaie à lui, mais que ça n'a pas suffi. Effectivement, faire un vaccin, c'est un petit peu plus compliqué, mais en fait, pour moi, la question de est-ce que Joel y croit ou pas à cette possibilité d'un vaccin et donc d'un après, elle est assez intéressante. Moi, ma take, c'est qu'il y croit pas. Parce qu'il est incapable de croire à quoi que ce soit. Parce que il croit pas en l'avenir, parce qu'il s'est arrêté, comme lui dit son frère plus tard. Il s'est arrêté le jour où Sarah est morte, et que, en fait, il croit pas à un avenir pour lui, donc c'est compliqué de projeter un avenir pour le monde. Je pense qu'il y croit intellectuellement et factuellement. Il se dit maybe, enfin, il y a une chance, tu vois, autant essayer. Mais je pense pas qu'il se projette dans un jour on sera dans un monde sans infectés. Parce que le problème de Joel, sa blessure, sa cassure, c'est pas les infectés, c'est d'avoir perdu sa fille. Et rappelons que sa fille n'a même pas été tuée par un infecté, n'a pas été infectée elle-même, elle a été tuée par un humain avec un flingue et des ordres à suivre. Donc qu'il y a un vaccin ou pas, ça ne partira pas. Et ça fait partie de l'intrigue de l'épisode, du coup, d'avoir bien sûr Joël qui est toujours bloqué sur ce trauma fondateur de son personnage depuis le tout premier épisode. C'est une scène qui se finit avec un premier indice aussi qui va être important pour la suite de l'épisode, à savoir que Joel n'est plus aussi sharp qu'il l'était avant. Alors on le sait parce qu'il l'a dit, on le sait parce qu'il l'a vu se faire surprendre par Brian, le jeune garçon qui doit finir par tuer après que Ellie lui a tiré dessus, fun times, quand ils arrivent à... C'était quoi, Jackson City? Un truc comme ça? Non, parce que là on est à Jackson. Bref. Dans la ville de l'épisode précédent, n'est-ce pas? Et la ville gérée par Kathleen. On l'a vu avoir plus de mal physiquement à accomplir des tâches, à monter des marches, etc. C'est normal, c'est censé être, rappelons-le, un homme de 56 ans qui a pas eu une vie de tout repos depuis 20 ans et qui auparavant travaillait dans le bâtiment. Donc il s'est aussi abîmé le corps avec son métier, puisque c'est des métiers à haute pénibilité, le gouvernement, what's good. Et du coup voilà, Joel est usé, Joel n'est plus aussi bon protecteur qu'il l'a été, et il s'endort. Alors c'était à lui de mener la garde, ce qui mène Ellie et ça la dérange pas visiblement, à faire ses preuves, à mener la garde à sa place. On comprend, c'est du coup l'occasion aussi pour nous de savoir qu'il lui a appris des techniques de survie et de protection et de prudence dans ce monde-là, et qu'il lui a pas juste dit suis-moi, donc il lui dit souvent your cargo, t'es un colis à transporter, quoi, t'es ce que je transporte. Mais plus ça va, plus il lui apprend à être autonome dans sa propre vie, bien évidemment, et ça reviendra à la fin de l'épisode pour sûr avec cette idée de tu mérites de faire un choix.
Mais là, on voit qu'il a formé Ellie, qu'elle a tout bien fait, et il est quand même pas content, mais il est pas fâché contre elle, il est fâché contre lui, de ne pas avoir été à la hauteur, parce que, alors on verra que, quand bien même Ellie dit oui, j'ai géré, alors oui, elle a géré, mais s'il y avait eu un problème, elle aurait peut-être pas été capable de gérer, et elle est peut-être encore trop jeune, et se rappeler qu'il est pas capable d'être à la hauteur du niveau de protecteur qu'il attend, pour Joël, c'est un poids de plus dans la balance de je vais pas y arriver, et cette balance qui finit par lui créer ses crises de panique, bien sûr, et par le mener à faire la demande à son frère qui lui fera. Bon, c'est le matin, ça se balade, ça croise un barrage, l'occasion d'une scène très marrante où Ellie va pour demander à Joël comment le barrage il faisait de l'électricité, et Joël il demande même pas, et ça me fait beaucoup rire parce qu'en fait on vit dans un monde tellement complexe qu'évidemment on sait pas tous et toutes comment tout fonctionne. Personnellement, je passe beaucoup de temps à réfléchir beaucoup trop à quel point je ne sais pas. Genre des fois je me rends compte que je parle là par exemple actuellement, je vais partir en crise existentielle. Je vous parle dans un micro, un objet d'une avancée technologique folle qui fonctionne d'une façon qui est peut-être de la magie au point où j'en suis, relié à un câble en plastique et en métal, relié à une autre boîte avec une loupiote qui clignote pour m'indiquer que je vous parle. Et tout ça, c'est relié à une machine d'une complexité hallucinante qui s'appelle un ordinateur, et ça va partir dans Internet. Et me lancez pas sur Internet. Genre, Internet, c'est pas possible que ça soit pas un peu poudlard quand même comme truc. Donc bon. Je trouve que c'est bien, et dans un monde post-apo, c'est toujours le problème, c'est on a perdu la compétence à maîtriser notre propre vie. On a une vie tellement complexe qu'elle demande beaucoup trop de gens pour la faire tourner et beaucoup trop de connaissances pour une seule personne. Du coup, assez vite, on se retrouve incapable d'utiliser ou de remettre en état les infrastructures qui nous ont été utiles. Mais on verra plus tard qu'à Jackson, dans cette petite ville, ils ont de l'électricité qui vient du barrage, donc ça fonctionne. Ils ont dû avoir un ou une ingénieure en électricité, I guess, en énergie, en mécanique des fluides, I don't know, dans leur équipe, ou beaucoup de livres à lire pour comprendre comment ça marche, ou quelqu'un qui a un bon skill pratique. Ça se balade, et c'est le moment bien sûr de l'événement perturbateur, puisqu'ils ont traversé plusieurs rivières qui auraient pu être la rivière de la mort, la Riviera de la Muerta. Mais il n'y avait rien, ils en finissent par se dire que peut-être ce couple était un petit peu parano, et ils se retrouvent entourés par, une bonne dizaine de gadjos et de gadjis à cheval, qui arrivent en full Red Dead Redemption, bandana sur la gueule, avec un chien et tout. Et là, on commence à arriver à mes petits problèmes avec l'épisode, ok ? Je vous ai pas donné mon avis sur cet épisode encore. Je suis mi-cuit. J'ai pas trop aimé, en vrai, ok ? Il y a plein de trucs que j'ai aimés, mais je pense pas que c'est un très bon épisode. Et je vais vous dire pourquoi. Et le pourquoi commence ici. Puisque alors, je sais Hollywood, ok ? J'ai déjà regardé des séries télé et des films dans ma vie. Je m'y connais un petit peu. Je sais qu'il y a des choses qui sont juste des facilités qui sont nécessaires à l'écran pour la fluidité des choses, comme ne pas nous montrer Joël qui fait des pauses pipi dans la neige, par exemple. On peut s'en passer. Mais il y a un truc à avoir une troupe de 10 chevaux qui arrive à toute blinde sans faire aucun bruit autour de Joël et Ellie qui sont paumés dans la nature, dans la neige. Il doit y avoir rien du tout à entendre. Donc je suis là, vous les avez pas entendus, vous les avez pas vus. Alors je veux bien que Joël il est sourd d'une oreille, mais Ellie elle est jeune et dynamique normalement. Donc ok, c'est pour l'effet de cinéma, le cinéma j'adore, tout le monde arrive. Et là directement c'est tendu. Et moi je croyais que c'était des méchants, donc j'étais tendue aussi. Mais comme ça a commencé à durer un peu, j'étais là, ok, c'est probablement pas des méchants. Genre, si c'était des méchants, ça aurait été brutal et chaotique. Et là, ça dure, donc probablement que on arrive à... En fait, il y a aussi des gens gentils. Il faut aussi dire que dans le précédent épisode, la confrontation avec une société humaine à part n'avait pas été... Ils étaient à Kansas City, pardon, dans l'épisode précédent. Bah voilà, Kansas City, ça donnait pas trop envie, à part Henry et Sam, bif bof. Il y avait des nazis au pouvoir et des gens qui pendent des nazis qui ont pris le pouvoir et qui étaient un peu tendus. Là, c'est intéressant du coup d'amener, c'est logique que la série rappelle que tous les humains ne sont pas des monstres, que l'homme n'est pas toujours un loup pour l'homme, et que une façon de vivre de plus apaisée peut-être dans cet univers post-apo est possible. On a ce truc avec le chien. J'ai trouvé ça intéressant de nous rappeler que Ellie est quand même perpétuellement à risque. En fait, c'est vrai qu'au tout début, quand ils étaient dans la quarantine zone de Boston, il y avait cette histoire ils ont des détecteurs à est-ce que les gens sont infectés ou pas. Et Ellie ça dit qu'elle est infectée, donc les gens vont avoir un réflexe, c'est d'essayer de la buter parce que ils se disent, historiquement tous les gens infectés deviennent des zombies champis, donc autant l'achever avant qu'elle devienne un danger pour nous.
C'est quelque chose qui a disparu depuis qu'ils ont quitté la zone de Boston. On sait que Bill avait un de ces outils puisqu'il avait testé Frank avec, mais quand ils arrivent chez Bill et Frank, RIP, les deux sont déjà décédés, donc ils n'ont pas besoin de tester Ellie puisqu'ils ne feront jamais sa connaissance. Et comme ils ont quitté les grands centres urbains, on n'a plus cette histoire de il faut tester les gens pour vérifier qu'ils sont pas infectés quand on les rencontre. Mais du coup, on a une alternative naturelle, biodégradable, à savoir un yinche qui, a priori, a été dressé à sentir les signes d'infection au cordyceps chez les gens. Et du coup, Joël a très peur que ce chien s'agite et déclare Ellie comme contaminée parce qu'elle a été factuellement mordue par des infectés. Mais tout se passe bien. Le chien fait la fête à Ellie, ils se font des bisous. Et j'étais un peu en mode, ok, du coup, est-ce que, en gros, le chien il détecte que Ellie n'est pas un danger, ou est-ce que c'est du bluff le chien? Parce qu'en fait, je sais que dans la vie actuellement, on a des chiens qui peuvent sentir des drogues, etc. Je sais qu'il y a certains cas d'animaux qui peuvent aider à détecter certaines maladies. Mais je sais pas si on en est au point de notre détecteur, notre test PCR, c'est juste un yinche, quoi. Après, ça se passe bien. C'est une petite scène tendue quand même, mais ça finit bien, ça tourne bien. Le chien fait la fête à Ellie et au fil d'une légère conversation, Maria, cette cavalière masquée incroyablement classe, fait le lien entre t'as un mec qui s'appelle Joël et qui cherche son frère, et moi mon mec qui s'appelle Tommy et il a un frère qui s'appelle Joël, du coup c'est peut-être toi, et les ramène dans la ville très secrète de Jackson, paradisiaque, une ville où ils arrivent de façon fort pratique puisque visiblement ces gens se baladent toujours avec 2 chevaux de libre à leur côté, des chevaux à la bonne taille pour un homme adulte et une adolescente, des chevaux très patients avec un homme adulte et une adolescente qui n'ont peut-être jamais fait de cheval, notamment Ellie. Donc j'étais là, alors, sans vouloir me la raconter, j'ai mon galop 1, ok. C'est pas si facile de faire du poney et je trouve que Ellie comme Joël sont très à l'aise sur leurs poneys respectifs qui étaient quand même qui tombent bien. Vous êtes plusieurs à m'avoir mentionné en DM Instagram le fait que voilà, les 2 chevaux gratuits c'était un petit peu facile et là on en arrive à voilà, je peux suspendre mon incrédulité pour plein de choses, mais il va falloir me donner un petit peu de logique. Et là, on commence à s'éloigner un tout petit peu trop de la logique pratico-pratique de la vie. D'autant plus dommage que c'est une série qui aborde de nombreux aspects pratiques de la vie post-apocalyptique qui sont parfois passés sous silence. Vous l'avez bien compris, je veux parler des menstruations, mais on y arrive. Ok, alors on arrive à Jackson, petit coin de paradis, petite ville du Far West fortifiée où il y a de l'électricité, des enfants qui font des bonhommes de neige, des sapins de Noël et des chants, des cantiques, ça sent la bouffe, il y a un salon de coiffure limite, il y a une salle d'arcade quoi, c'est bon, c'est trop bien. Moi le premier truc que je me dis c'est vous repartez jamais, vous vous arrêtez là et vous repartez jamais. Elle sera heureuse la gamine. Vous vous renforcez le temps d'aller faire une vraie mission hyper genre fortifié de 18 personnes qui vont accompagner la gamine, ou peut-être même juste amener une fiole de son sang à des médecins au lieu de l'emporter elle directement. Bref, on en reparlera, mais je comprends pas pourquoi ils partent de Jackson immédiatement, mais ok. J'avais tort, ça m'arrive. J'avais dit dans ce débrief que je n'étais pas sûre qu'on revoie Tommy, que je pensais que Tommy était mort, et que j'avais du mal à voir comment Joël arriverait à le retrouver dans l'immensité des États-Unis alors qu'ils n'ont pas de moyens de se contacter. Eh bien écoutez, grâce au hasard, au karma et aux étoiles qui s'alignent, Joël et Tommy se retrouvent. Alors j'adore l'acteur Gabriel Luna qui joue Tommy, je trouve qu'il a trop une bonne vibe et c'est quand même une très jolie scène de les voir se retrouver, ça m'a émue. Voilà, j'ai une grande sœur, j'ai une petite sœur, je me suis imaginé les retrouver dans ces conditions après des mois, j'étais là, ok c'est joli. Tommy a l'air de vivre sa best vie, il a pas l'air hyper inquiet, il est pas désolé ni rien. Par contre, Ellie ne voit pas d'un très bon œil ces réconciliations familiales. Et on a ce contraste intéressant entre Joël qui pour la première fois depuis longtemps éclate de rire, genre il rit et il sourit, ce qui est très rare dans cette version de Pedro Pascal, et on a derrière Ellie sur son poney qui a l'air plutôt méfiante, plutôt triste, et en fait je trouve ça hyper intéressant comme émotion parce que je l'ai comprise, j'étais là ah non, elle se dit c'est bon, il a trouvé les gens qu'il aime vraiment, il va plus s'intéresser à moi, et je trouve que c'est un vécu d'adolescente notamment qui est hyper réel. Ce truc de je vais jamais être assez intéressante pour que l'adulte en plus continue à s'intéresser à moi et du coup je vais développer un truc farouche de limite j'ai pas envie qu'il aime d'autres gens comme ça il aime que moi. Et de toute façon comme elle le confiera à Joël plus tard, tous les gens qu'elle a aimés dans sa vie soit ils sont morts soit ils l'ont abandonné et sauf Joël putain.
Et du coup, bah forcément, en le voyant être aussi heureux, être plus heureux en retrouvant son frère qu'il l'a jamais été avec elle, ce qui est un peu normal parce qu'ils se connaissent depuis 3 mois et son frère c'est son frère. Et bah elle a quand même un petit pincement au cœur. Et j'ai trouvé ça cool. Genre oui, elle aurait pu faire preuve d'empathie et tout, mais en fait c'est une ado trauma. Et les ados trauma, ça a plus être peur d'être remplacé que la capacité à être en compersion et d'avoir de ressentir de la joie à voir quelqu'un être heureux. Et ça montre aussi à quel point elle a vécu en vase clos. Elle a que Joël dans sa vie, c'est tout son monde actuellement. Et elle a une vie aussi assez courte, hein, forcément, ne serait-ce que mathématiquement par rapport à lui. Là où Joël, avec son frère, il retrouve non seulement un proche, mais aussi des souvenirs. La seule personne qu'il connaît de cette façon est un des derniers témoins de «j'ai existé avant tout ça», et aussi une des dernières personnes qui se souvient de Sarah, de sa fille, et et la seule qui a partagé avec lui le deuil terrible de sa fille, et du coup ça compte. Donc il y a aussi ça, c'est que pour Ellie, si elle perd Joël, elle perd tout. Et là, elle se rend compte d'à quel point la vie de Joël est plus vaste qu'elle, pour moi. Donc voilà, c'est peut-être une analyse un peu longue d'un simple regard, mais j'ai trouvé ça assez parlant. C'est aussi l'occasion de mieux comprendre comment ça fonctionne. Donc, on va manger un bout avec Ellie et Joël qui ont très très faim. Ça, j'aime bien qu'ils les montrent affamés à chaque fois. Je trouve que c'est un vrai truc, un vrai marqueur de post-apo. Et moi, étant une personne qui adore bouffer, je me dis toujours que mais ça doit être la galère. Là, c'est la neige et tout. Ils doivent avoir tellement la dalle. Et j'aime bien qu'on les montre, que ce soit Joël comme Ellie, se nourrir avec voracité. Et j'aime bien qu'un des premiers trucs d'hospitalité qui est dans ce monde-là, c'est je vais te donner à manger, parce que c'est rare, parce que un repas fait maison c'est pas courant, parce que là c'est au milieu de nulle part, donc forcément les gens s'ils arrivent ils viennent de loin. Et il y a un vrai contraste entre ce qu'on a pu voir dans d'autres espaces, notamment à Boston, on a vu qu'il y avait des tickets de rationnement, etc. Et là ça a l'air d'être une grande salle commune où tout est en commun, et où il y a de l'abondance, il y en a à volonté, puisque Maria dit à Ellie, si t'as encore faim, on peut, il y en a encore, quoi. C'est aussi alors c'est une scène qui sert à plusieurs choses. La première, c'est de nous rappeler à quel point Ellie est à part et une enfance sauvage. Alors sur Instagram, j'ai Zupod qui m'a dit Ellie qui a envie de rentrer dans le lard de toutes les personnes qu'elle rencontre, c'est insup. Certes, mais je pense que c'est bien de nous montrer le contraste entre elle et des gens plus normaux entre guillemets, ou qui ont une vie plus normale. Elle a aussi, enfin c'est aussi c'est une enfant qui est polytraumatisée et qui visiblement connecte principalement avec des adultes et pas tellement avec des gens de son âge. Elle a connecté avec Sam, mais Sam est quand même plus petit que lui. Là, on la voit aboyer sur une ado qui la regarde de derrière un pilier. D'ailleurs, j'ai cru comprendre que, pour celles et ceux qui ont joué à The Last of Us 2, cet ado, c'est peut-être quelqu'un qu'on reverra, qui a peut-être son importance, mais je n'en dis pas plus, car moi-même, je n'en sais pas beaucoup plus, mais c'est ce que j'ai déduit en allant dans mes petits podcasts, en allant sur mes petits internets, etc. Donc, Ellie, c'est pas une enfant normale, et du coup, montrer sa brutalité par rapport au reste du monde, je trouve que ça a toujours un côté intéressant, et de voir comment le reste du monde y réagit aussi. On voit que Joël, qui est lui-même très bourru, lui reproche son attitude, et il lui dit en gros sois bien élevé. Et en fait je pense que lui, en tant qu'homme qui a connu le monde d'avant, il a une idée de ce que ça veut dire sois bien élevé, que Ellie a beaucoup moins, parce qu'on lui a beaucoup moins appris, parce que c'est un peu une enfant sauvage quand même. Donc moi je suis pas en raccord avec Zu sur le fait que c'est insup, c'est peut-être un peu répétitif, mais guess what, les ados ne se renouvellent pas beaucoup. Quand ils décident d'être chiants d'une certaine façon, ils font ça pendant des mois, et je le faisais aussi quand j'étais ado. Du coup bon, ça marche, et je trouve que c'est une scène qui, au-delà de ça, a bien sûr pour intérêt de nous poser le personnage de Maria, sa relation avec Tommy. Donc Maria est la compagne de Tommy. Tommy qui, rappelons-le, est là depuis 4-5 mois maximum, hein, donc ça fait pas si longtemps, puisque auparavant Joël communiquait avec lui. Et Maria a toujours l'air méfiante par rapport à Joël, quelque chose qui sera défini plus clairement un peu plus tard, mais en tout cas, voilà, elle voit pas d'un très bon œil l'arrivée de grand frère, du frangin de son mec, dans sa vie. Et je pense qu'elle est un peu en mode, il est très sympa ton frère, bien sûr, il peut dormir à la maison, mais peut-être il reste pas trop longtemps, quoi. Bon, on peut l'héberger ce soir et puis après il y va, quoi. C'est ensuite l'occasion de découvrir la ville de Jackson. Alors, comment vous dire à quel point il faut rester là, il faut rester vivre là. C'est une chatte incroyable de pouvoir vivre là. Il y a tout, il y a de la bouffe, il y a de l'élevage, il y a des loisirs, il y a des gens qui prennent soin les uns des autres, il y a de l'électricité, il y a du chauffage, il y a de l'hygiène, il y a de l'égalité. Les gens n'ont pas l'air d'avoir peur, les gens n'ont pas l'air d'avoir froid, les gens n'ont pas l'air d'avoir faim. C'est incroyable. Et il y a ce moment
amazing, où on s'interroge sur est-ce une dynamique communiste finalement, ce à quoi Tommy, qui rappelons-le est un Texan et un ancien soldat, répond immédiatement non, c'est pas du communisme, parce qu'aux États-Unis, encore plus qu'en France, communiste c'est un gros mot, et probablement, statistiquement, que Tommy et Joël votaient plutôt républicains, éventuellement, s'ils votaient. Après, il y a un moment dans l'épisode où Joël qui dit moi je m'y intéressais pas, je faisais juste mon boulot, mais en tout cas, on sent que chez Tommy, ça le pique le terme communiste, et Maria, sans aucune honte, et ça j'aime bien, les femmes affirmées, dit bah oui, bien sûr c'est communiste, on vit dans une commune, et on a des idées inspirées du communisme, et c'est comme ça qu'on fonctionne. Incroyable moment dans une série américaine qui va peut-être faire vriller un petit peu quelques esprits étriqués outre-Atlantique, mais c'est pas très grave, car on sait savourer une série bien écrite. Voilà, on a ce petit tour de Jackson et la troupe se sépare. Alors on voit un petit cheval qui peut-être, si j'ai bien compris, aura aussi de l'importance plus tard, un jour, maybe. Je ne vous en dis pas plus. Je n'ai pas joué à The Last of Us, encore moins le jeu numéro 2. C'est l'occasion pour notre quatuor de se séparer de façon genrée, puisque Joël et Tommy vont aller boire des shots pendant que Ellie et Maria vont prendre une douche et parler de coupe menstruelle en se coupant les cheveux. Mais avant ça, on commence par Joël et Tommy qui boivent des shots. J'ai un problème avec la construction de cet épisode et de cette intrigue en général, et peut-être du coup la construction de cette saison entière de The Last of Us, c'est que ça va beaucoup trop vite, et je trouve que ça n'a pas de sens de nous faire attendre quelque chose pendant aussi longtemps pour ensuite rusher le dénouement et l'impact émotionnel. Typiquement, ça fait 6 épisodes que Joël cherche Tommy, que c'est sa quête principale, que c'est son drive officiel en tout cas dans cette aventure, et là il le retrouve, et 10 minutes après ils sont déjà en train de s'engueuler. Alors en soi c'est réaliste, ils ont plein de choses compliquées à se dire, ils ont une relation qu'on comprend être quand même un petit peu tumultueuse, ces deux hommes un peu virils qui aiment pas trop parler de leurs émotions, même si Tommy a l'air plus en phase avec ses feels que Joël, et Maria je pense amène peut-être plus ça à Tommy que Tess. On a vu que par rapport à Joël elle le laissait être comme il était, et notamment juste avant de mourir et de lui faire promettre d'emmener Ellie chez les Fireflies, elle a dit à Joël: je ne t'ai jamais rien demandé, je ne t'ai jamais demandé de ressentir ce que je ressentais. Elle l'a laissé enfouir ses émotions tout au fond. Je pense pas que Maria laisse Tommy faire ça, et je pense pas que Tommy a envie de faire ça, parce que je pense qu'il a vu que ça a pas rendu son frère heureux. Donc on a cette conversation qui monte très vite en tour, où alors Tommy dit que s'il a pas communiqué avec Joël, c'est parce que voilà, c'est les règles du lieu. Il faut que l'endroit reste secret pour le protéger, ce que je peux comprendre. On a vu les dangers que posent les humains autour. C'est clair que s'il y a les mauvaises personnes qui savent que cette base existe, que cette petite utopie existe, elle va vite être gâchée. Mais j'entends aussi le point de vue de Joël qui est: frère, je suis ton frère, j'ai cru que t'étais mort, tu pouvais pas m'envoyer un télégramme, genre au moins me dire ça va, t'es pas obligé de me dire où t'es, quoi. Donc bon, on comprend que Tommy il a pas envie de se faire expulser, il respecte les règles du lieu. Et je trouve qu'il y a une ambivalence intéressante, parce que récemment, Joël a expliqué que Tommy c'est un suiveur. Il suit les mouvements, et c'est pour ça qu'il a suivi quand il a été à l'armée, c'est pour ça qu'il a suivi à un moment les Fireflies. C'est un suiveur, il a besoin de faire partie d'un groupe qui a une idéologie et qui lui dit voilà, suis-nous. Donc là, on peut se dire qu'il est un peu suiveur dans cette commune communiste. En plus, on sait qu'il est compagnon et bientôt père de l'enfant de Maria, qui nous dit qu'elle est alors certes élue, mais qu'elle est dans le comité dirigeant. Donc c'est un peu un suiveur entre guillemets de cette bande-là. Mais de l'autre côté, moi dans le fait qu'il ait pas contacté Joël, je vois aussi quelque chose de l'ordre de peut-être que je suis plus heureux maintenant. J'ai trouvé un endroit où je me sens bien, un endroit où on me respecte, un endroit où j'ai pas mon grand frère qui veut me protéger, parce qu'en fait j'ai pas besoin d'être protégée, on me fait confiance, je peux protéger les autres, je peux avoir une vie épanouissante, je peux avoir des projets, je peux voir un avenir avec ma compagne, je peux me projeter dans un rôle de père. Et je pense pas que Joël amenait ça chez Tommy. Je pense qu'il était plutôt à le brider. Il est très pessimiste, bien sûr, Joël. Il croit pas en un avenir meilleur. Et je pense que peut-être Tommy était là: oh non, j'ai pas le droit d'appeler mon frère pour qu'il vienne me rendre visite. C'est dommage. Bon, après, tu le laisses pas croire que t'es mort, tu vois. Ça, c'est trop. Mais je peux comprendre pourquoi il a tardé un petit peu à décrocher le téléphone. Même si, évidemment, on est team Daddy Pedro Pascalito. Mais ça doit pas être très fun au quotidien de traîner avec Joël. Là-dessus, il y a Mother Green Charlie qui me dit: le ressentiment de Joël pour son frère n'est pas très bien amené. J'avais regardé tout le jeu et pourtant j'ai pas compris. Elle me l'a dit sur Instagram. Je suis assez d'accord, ça monte vite en tour, et là on est dans un problème selon moi de
c'est une adaptation de jeu vidéo. On le sait, on en parle à chaque débrief. Il y a des éléments du jeu vidéo qui vont être gardés, qui parfois se voient un petit peu, comme des mécaniques de je te fais la courte échelle, ces deux personnages sont séparés, des choses comme ça qui peuvent être, voilà, ça se voit un petit peu, mais c'est pas forcément un handicap pour l'impact émotionnel de la série, pour la qualité de l'intrigue. Et là, je trouve qu'on a un vrai problème de jeu vidéo qui est, dans un jeu vidéo, on peut pas s'arrêter. La quête continue et chaque endroit chaque checkpoint n'est qu'une étape parce que, en fait, si le jeu vidéo, au bout de, là, on est à l'épisode 6 sur 9, à la moitié, il te dit bravo, t'es arrivé à Jackson, tu peux rester là, on s'ennuie et on va pas interrompre le jeu pour que tu restes pendant 10 heures de jeu à Jackson en train de te réconcilier avec ton frère, te refaire une santé. Donc il faut avancer et ça passe du coup par souvent des personnages qui ont des revirements un petit peu rapides. Et pour moi, on est avec The Last of Us épisode 6 dans ce cas-là, à savoir une adaptation trop fidèle du jeu vidéo où il faut en arriver au point où Joel et Ellie reprennent la route ensemble sans Tommy. Comment on justifie que Tommy ne vienne pas ? Eh bien, il faut créer du conflit entre Tommy et Joel. Il faut créer une résolution de ce conflit. Il faut qu'ensuite Joel dise à Ellie je pars. Enfin, je te laisse partir. Il faut qu'Ellie et Joel s'engueulent. Il faut que Joel change d'avis. Il faut qu'ils repartent. Et il faut que d'ici la fin de l'épisode, il se passe tout ce qui se passe pour que ça se termine avec Joel qui est mourant. Et en fait, tout ça, c'est beaucoup pour un seul épisode. Du coup, ça nécessite que tous ces revirements d'opinion se fassent dans un laps de temps d'environ 4 heures, je pense. Et moi, c'est le moment où j'arrive pas à y croire. Si je retrouve mon frère après 4 mois à le chercher, en fait, même si je m'engueule jour 1, je me barre pas le lendemain. Et même si on voit pas du même œil les priorités qu'on a dans nos vies, je reste peut-être à minima dans sa petite ville chauffée où il y a de la bouffe pour me refaire une santé après 3 mois à crapahuter dans la fucking pampa enneigée, quoi. Donc je suis assez d'accord avec Mother Green Charlie. Je trouve que cette relation n'est pas très bien amenée et ça n'aide pas à croire malheureusement à l'impact émotionnel de certaines scènes. En fait, je trouve que la scène elle est cool, le dialogue dans le saloon il est cool, les acteurs sont chouettes, mais je ne crois pas à ce revirement émotionnel aussi brutal. Donc on commence à lâcher prise un petit peu en termes d'implication dans est-ce que ces personnages sont réels ou pas. Mais l'autre intérêt de cette scène dans le saloon, c'est sa toute fin où Joel sort en trombe comme un gros caractériel qu'il est. Et il se retrouve devant l'arbre de Noël en train d'être décoré par notamment une jeune femme qui a les mêmes cheveux que sa défunte fille et qui a elle-même une petite fille, ce qui est l'occasion pour lui de se rappeler que, eh bien oui, à l'âge qu'aurait eu sa fille, si elle n'était pas décédée, à savoir la trentaine, elle aurait peut-être, elle aussi, été maman. Et ça lui reprovoque une crise de panique immédiatement. Alors, il y a quelqu'un sur Instagram qui m'a dit « J'ai détesté cet épisode, ça y va avec les gros sabots quant à Sarah et tout le reste est expédié. » Je suis d'accord que la scène avec Sarah n'est pas spécialement subtile, surtout qu'ils ont remis un flashback de son visage au cas où on s'en souvenait pas. On avait déjà critiqué un peu dans le débrief le fait d'avoir mis dans l'épisode 1, à la fin, un flashback de la scène de l'épisode 1 où Sarah meurt au cas où on avait déjà oublié. J'ai pas trouvé ça très subtil, je pense que montrer les personnes de dos avec leurs cheveux crépus, ça aurait suffi. Ou même peut-être juste montrer la crise de panique de Joël qui continue. Alors j'ai vu sur internet et aussi sur Instagram qu'il y a des gens qui avaient cru que ces crises de panique c'était un problème cardiaque. Genre Joël il va nous claquer entre les pattes parce que il fait une crise cardiaque. Alors c'est un peu plus psychologique que physique, mais ça n'empêche que ça a des symptômes qui peuvent être graves, même si ce n'est pas ça qui le mettra à terre à la fin de l'épisode. Pendant ce temps, à Veracruz, pendant ce temps, à Muffland, on a Ellie, dans ma scène préférée, qui découvre l'existence de la coupe menstruelle. La coupe menstruelle, c'est ce petit objet en silicone que Maria lui a laissé avec sa notice d'utilisation sur le lit pour que quand elle sort de la douche, elle ait de quoi s'habiller et qu'elle pourra emmener avec elle, puisque, au cas où vous ne le saviez pas, la coupe menstruelle, c'est tout simplement une protection hygiénique réutilisable qui vise à recueillir le sang des menstruations. Et ce n'est pas jetable comme un tampon ou une serviette. On avait déjà vu Ellie récupérer des tampons vieux de 20 ans, auquel cas je ne conseille pas de les mettre dans sa schneck, car le chlore de 20 ans, c'est non. Une coupe menstruelle est effectivement un très bon choix en période post-apocalyptique, puisque c'est du silicone, ça tient très longtemps, c'est réutilisable, et il suffit normalement d'avoir de quoi la faire bouillir entre chaque cycle pour la désinfecter et faire en sorte de pouvoir la réutiliser sans problème. Donc c'est trop cool, je suis trop contente d'avoir vu ça dans une série post-apo. Je vous ai déjà parlé de à quel point ça me manque, c'est ce genre de petites réflexions pratiques et à quel point ça montre que malheureusement on manque encore de femmes souvent dans les équipes d'écriture de séries télé ou au scénario des films, etc.
Les hommes peuvent bien sûr y penser, et au scénario de cet épisode d'ailleurs c'est Craig Mazin qui est crédité, donc le showrunner de Tchernobyl, rappelez-vous, qui est co-showrunner de The Last of Us, mais il y a pensé, et je trouve que c'est un bon signe que la société avance. Ça pose plusieurs questions néanmoins, donc j'ai fait un petit tour, à savoir la première, est-ce que la Cup ça existait en 2003 ? Nous, on a commencé à en entendre parler en France au milieu des années 2010, je dirais, notamment, sans vouloir prêcher pour mon ancienne paroisse, via une incroyable vidéo qui a eu un succès phénoménal, et c'est pas une vanne, elle a vraiment cartonné, une vidéo de Marion Seclin et Sophie Rich sur mademoiselle.com qui présentait le concept de la coupe menstruelle à une période où c'était quand même assez peu connu en France, depuis c'est devenu beaucoup plus mainstream. Et mais en 2003, clairement, moi j'avais 12 ans, j'étais pile dans la cible de j'ai mes premières règles et on ne m'a jamais parlé d'une alternative aux tampons ou aux serviettes. C'était protection jetable et c'est tout. Eh bien, je me suis renseignée et effectivement, la marque Diva Cup, qui est une grande marque de coupe menstruelle, s'est lancée aux États-Unis en 2003. Donc ça se tient que des Diva Cup existent en 2023 puisque l'apocalypse était en septembre 2003. Je sais pas s'il y a un très gros stock, mais en tout cas, elles existent. Et en voyant des femmes discuter de cet épisode sur internet et louer le fait que ça parle de menstruation, j'ai vu plusieurs femmes dire que aux États-Unis au début des années 2000, elles faisaient leurs études et que à ce moment-là, elles avaient déjà elles savaient que la cup existait, soit elles en avaient une, soit il y en a une qui dit que elle avait vu un prospectus pour la cup pour la coupe menstruelle à la fac et qu'à l'époque, elle avait dit oula, c'est dégueulasse, je veux jamais utiliser ça, alors que maintenant, c'est sa protection hygiénique préférée. Donc voilà, on a fait du chemin, mais effectivement, ça existait déjà en 2003 et c'était trouvable. Donc en 2023, en post-apo, on peut avoir une cup. Alors j'ai une petite question que m'a aussi amené Maëlle sur Instagram sur est-ce qu'une cup pas utilisée depuis 20 ans, le silicone il est toujours en bon état et tout, mais écoutez, c'est toujours mieux que des tampons au chlore, je pense. Et il faut aussi noter que c'est une scène qui a permis à plein de gens, notamment plein d'hommes, de découvrir que la cup existe. J'ai fait mes petites recherches pour voir un petit peu ce que certains mecs avaient pensé devant cette scène, parce que je me suis dit, en fait, il y a rien dans la scène qui explique à quoi ça sert. Soit tu le sais, soit tu le sais pas. Et c'est pas un objet qu'on a si l'habitude de voir. Et du coup, il y a eu pêle-mêle, il y a eu plusieurs personnes qui ont cru que c'était un moyen de contraception, donc un préservatif interne ou un diaphragme contraceptif, qui sont des trucs qu'on met dans le vagin pour empêcher le sperme de passer. Alors, et que du coup, c'était un peu le signe que Maria, elle aurait cru comprendre que Ellie et Joël, ils couchent ensemble ou quoi. Moi, j'étais là, oulala. Ou alors que c'était un truc un peu plus maternel de un jour, tu feras ta première fois, un peu l'équivalent de je te file une boîte de capote. Quelqu'un qui a cru qu'il s'agissait d'un pisse debout, un petit objet qui est tout à fait réel. Il y a aussi une vidéo de Mademoiselle qui en parle, qui permet aux personnes dépourvues de pénis d'uriner debout en orientant le jet. Mais non, c'est bien une coupe menstruelle et c'est chouette d'avoir ce genre de réflexion dans une série post-apo, donc on est toujours ravis. On a ensuite la scène entre Maria et Ellie. Alors j'aime bien le personnage de Maria, je trouve qu'il fonctionne très bien, qu'il a beaucoup de charisme et qu'on voit que c'est une meuf qui déborde d'intelligence. Et elle dit qu'elle était avocate générale, enfin district attorney, donc un peu dans le milieu de la politique aussi. Et ça lui va très bien parce que elle est smart, elle est focus, elle aborde toutes les conversations avec Ellie avec une forme de prudence et d'empathie et de tendresse, parce qu'on apprend aussi qu'elle est mère, qui a perdu son enfant au moment du déclenchement de la pandémie. Elle avait un enfant qui s'appelait Kevin. On voit le mémorial avec les 2 bougies sur le manteau de la cheminée. Et d'ailleurs, c'est l'occasion d'un détail très touchant, c'est que Tommy a inclus Sarah dans ce mémorial, parce que c'est vrai qu'on y a peu pensé, on l'a peu vu, mais en fait Tommy aussi, il a fait le deuil de Sarah, c'était sa nièce et pas sa fille, mais alors moi j'ai un neveu, je l'aime beaucoup, voilà, et je ne vais pas penser à la suite de cette phrase. Ce sera l'occasion pour Ellie d'apprendre d'ailleurs pour Sarah, mais on va y revenir. Juste pour finir sur le personnage de Maria, ouais, je le trouve vraiment très très cool, et j'aimerais l'avoir plus, ce qui est aussi une des raisons de ma frustration, en fait ça va vite et on n'a pas l'autre. Alors je sais que le jeu vidéo est comme ça, mais peut-être que pour un média série, du coup, ça aurait été à revoir un petit peu. Peut-être faire 2 saisons avec le premier jeu. Alors ils étaient peut-être pas sûrs que ça marche autant, mais peut-être faire 2 saisons pour nous laisser le temps d'avoir un épisode entier à Jackson, par exemple, développer les discussions qu'il peut y avoir entre ces différents personnages, les visions de la vie, les petits souvenirs, les anecdotes, voilà. J'aimerais bien, j'espère qu'on va revoir Maria. Je l'aime beaucoup. Et on voit qu'elle essaye plutôt d'amener Ellie à se méfier un petit peu de Joël, parce qu'elle voit Joël comme la force qui a poussé Tommy à faire de mauvaises choses.
Donc on a cette idée de Joel qui trouve que Tommy c'est un suiveur par rapport aux Fireflies, et je pense même là par rapport à ce groupe, cette commune. Maria pense un peu que Tommy c'était un suiveur par rapport à Joel, et que s'il a commis des atrocités, c'était parce que c'était Joel l'influence derrière tout ça. C'est pour ça qu'elle n'est pas ravie déjà qu'il débarque et de voir une adolescente traîner avec lui. Et bien sûr, donc comme on l'a dit, Maria apprend à Ellie que Joel avait une fille et qu'elle est morte. Et Ellie n'étant pas nulle en maths, elle peut faire le calcul puisqu'elle a la date de naissance et de mort de Sarah. Donc elle se rend compte que Joel avait une fille ado qui est morte. Et ça l'aide probablement beaucoup à comprendre le personnage, tout en, je pense, lui faisant un peu de peine qu'il se soit jamais confié à elle de ça. Mais on voit que ça la touche, en tout cas. Elle accuse le coup, elle intègre l'info, et c'est normal. C'est ensuite l'heure de la soirée ciné à Jackson, mais franchement, il y a du popcorn et tout. Alors, comme j'aime bien les petits détails, je me suis dit, ok, en vrai, tu fais cette scène, tu peux passer n'importe quel film dans ta série, n'importe quel film sorti avant 2003. Pourquoi tu choisis ce film-là, dont on voit quelques extraits, donc ils prennent le temps de nous montrer quel film ils regardent, quelle scène c'est et tout. Donc sachez qu'il s'agit d'un film de 1977 qui s'appelle The Goodbye Girl, qui n'est pas très connu en France et qui fait plutôt référence à des trucs très américains, notamment le New York d'une certaine époque, etc. Ce film, il y a un thème dans ce film, et c'est d'ailleurs une des scènes qu'on voit dans The Last of Us, autour d'un homme qui s'attache à une fille qui n'est pas la sienne, mais la fille d'une personne qui habite dans le même immeuble que lui, et qui en a marre que sa mère tombe sur des compagnons nuls, donc la fille elle est méfiante envers lui à la base. Et la scène qu'on voit dans The Last of Us, c'est la rencontre entre l'homme et la fille. Donc il y a un petit peu ce thème d'une relation père-fille, qui n'est pas un lien de sang, mais une relation père de cœur, fille, qui se développe quand même pendant ce film, même si c'est peut-être pas la plus évidente lecture. Voilà, petite référence culturelle pour vous. Et mini détail qui m'a beaucoup plu dans cette scène, quand on passe sur la foule qui regarde donc tous les habitants de Jackson qui sont à la soirée ciné, on voit un enfant atteint de trisomie 21. Et je trouve que c'est hyper touchant parce que ça montre deux choses. Ça montre déjà que je pense qu'on a beaucoup moins de contrôle sur les naissances et sur la gestion de la maternité qu'avant. Alors on a toujours de la contraception, mais c'est peut-être, par exemple, il y a peut-être moins d'outils pour savoir, pour analyser le fœtus et l'embryon avant la naissance. Mais ça montre aussi surtout à quel point Jackson est une société qui prend soin des gens, parce que même les personnes qui pourraient, dans un monde de survie pure, être considérées comme les plus faibles, et je pense que dans une énergie comme Kansas City ou la Boston QZ, je suis pas sûre que les enfants qui naissent atteints de trisomie 21, ils aient une grande longévité. Là, c'est un enfant qui est comme tout le monde au cinéma en train de rigoler devant un film avec du popcorn, et ça m'a touchée. Voilà. Il y a quand même des choses qui m'ont touchée dans cet épisode, même si je vais râler. Pendant la séance de ciné, Joel a décidé d'essayer de réparer sa chaussure au lieu de penser à ses émotions. Tommy le rejoint avec des bottes et c'est le moment de la discussion à cœur ouvert. C'est le moment du quasi-monologue de Pedro Pascal qui a décidé de se lever tôt et de gagner un Emmy. C'est le moment où il se livre énormément à Tommy puisqu'il lui confie le secret de Ellie. Il lui dit qu'elle est immunisée et que peut-être elle est la clé du reste. Il joue un peu sur ça aussi pour dire à Tommy, comme ça tu peux offrir un monde meilleur à ton futur enfant. Ce qui est un peu bâtard mais ça fonctionne. Et surtout, il confie à Tommy un secret peut-être encore plus grand que celui d'Ellie, qui est à quel point, lui, il se sent pas bien. Il lui parle du fait il se sent en échec, il est terrifié à l'idée d'échouer à protéger Ellie, comme, encore une fois, dans sa tête, il a échoué à protéger Sarah. Il parle de ses crises de panique, il parle des rêves qu'il fait toutes les nuits, et où il sait pas de quoi il rêve, mais il sait que quand il se lève, il a perdu quelque chose. Enfin, c'est vraiment dramatique cette scène. Évidemment j'ai été émue, hein. Je râle, mais quand Pedro Pascal il a les yeux qui pleurent, les yeux qui mouillent, et que il supplie son frère de faire un dernier truc pour lui parce qu'il a les genoux trop faibles et qu'il est trop sourd pour protéger Ellie. J'ai des émotions quoi. C'est très joli comme scène, ça marche très bien et c'est une thématique intéressante, ce truc de je suis trop vieux pour pouvoir m'occuper d'elle, je suis trop vieux pour la protéger, je suis plus l'homme que t'as connu en fait Tommy. Et je pense que c'est aussi intéressant dans cette dynamique de encore une fois, je pense pas que la dynamique Tommy-Joel, elle est que positive. Et on voit que Tommy a quand même, qu'ils ont un gros trauma entre eux qui est les meurtres qu'ils ont dû commettre pour survivre, dont ils ont parlé, hein, et sur lesquels ils portent pas exactement le même regard. Donc je pense que dire à Tommy, je suis plus l'homme que j'étais, c'est aussi peut-être lui dire, peut-être que j'aimerais être toujours capable d'autant de violence, mais factuellement je ne le suis plus. Donc c'est aussi lui dire que je suis moins violent. Et du coup, devant une telle déferlante d'acting, Tommy est obligé de dire ok et de dire à Joel, ok, je partirai avec Ellie, je l'emmènerai jusqu'à l'université où il y a les Fireflies, je ferai ça pour toi. Sauf que
Ellie, elle écoutait aux portes parce que ça l'intéresse pas les films américains de 1977. Donc on ne l'a pas vue arriver, mais elle écoutait aux portes. Et quand Joël la retrouve dans sa chambre pour lui donner la nouvelle, elle l'a déjà et elle est fâchée. Et là, on en arrive à un nouveau problème en fait, ça va trop vite. Alors apparemment, cette scène et ce dialogue est pas mal tiré du jeu. Tout le dialogue entre Ellie et Joël quand il lui dit qu'il va la laisser à Tommy, quand elle lui dit je suis pas ta fille, quand il dit on parle pas de ma fille, etc. Bon, est-ce que la scène est bien jouée ? Oui. Est-ce que Bella Ramsey et Pedro Pascal, ça fonctionne ? Bien sûr que oui. Est-ce que ça va trop vite ? Moi, je trouve aussi que oui. Genre, la go, elle entend qu'il veut la confier à quelqu'un et elle dit rien. Genre, juste, elle va bouder. Bon, ok, c'est une ado. Ok, c'est une ado. Elle a l'excuse de c'est une ado. Pedrito Pascalito, ça fait 4 mois qu'il traîne avec. Il arrive, il est là. C'est fini. Tu veux avec ton tonton Tommy. Et je suis là, mais elle a parlé 2 fois dans sa vie à tonton Tommy. Enfin, tu veux pas, je sais pas, genre faciliter un peu la transition, communiquer avec elle, je sais pas, faire un truc. Et elle, en 3 phrases, elle est mais je suis pas ta fille, ça va bien se passer, ok connard, t'es pas mon père. Donc je suis là, bon. Ils font des 180 très vite, ces gens, et ça commence à être compliqué d'y croire, mais écoutez, je veux bien y croire pour le talent de Bella Ramsey. Et on a, de toute façon, c'est un 180 qui va finir en 360, puisque le temps, donc Joël va penser à Sarah, les yeux dans le feu, et le temps que le lendemain Tommy vienne chercher Ellie et qu'il se retrouve aux écuries, eh bien Joël est là, MDR, il a scellé un cheval, et il a décidé de laisser à Ellie le choix de partir avec lui ou de partir avec Tommy. Ellie hésite très peu, et elle décide donc de partir avec Joël. Et c'est là qu'on en arrive à la question que vous avez été très nombreux et très nombreuses à me poser, à savoir pourquoi est-ce que Tommy va pas avec eux ? Je ne sais pas, avec un astérisque. Je sais pourquoi il va pas avec eux. C'est parce que la raison scénaristique de la série, c'est que il attend un enfant, donc c'est trop dangereux pour lui. Il veut pas risquer sa peau. Il est responsable maintenant d'un être à naître, donc il veut pas risquer sa peau et mourir avant même que son enfant ait vu le jour. Ok. Pourquoi il peut pas dire à d'autres gens d'escorter Joël et Ellie, d'autres gens qui peut-être ne sont pas futurs pères, pour qu'ils soient pas tout seuls, en fait, à faire le trajet ? La réponse officielle de la série, je pense que c'est parce que il faut que ça reste secret que Ellie, elle est immunisée, et que si on dit pas qu'elle est immunisée, la mission qui est juste de la livrer aux Fireflies n'aura pas l'air assez importante pour qu'on détache un groupe de gens. Et moi, je suis là, mais en fait, vous n'êtes pas pressés. Littéralement, vous n'êtes pas pressés. Vous pouvez rester là un petit peu et attendre qu'une mission s'organise qui va dans cette direction, parce que Tommy avait l'air de dire qu'il y a plusieurs personnes qui ont déjà été, qui sont revenues, et les Fireflies sont partis, mais il le sait pas, donc il faut bien que quelqu'un l'apprenne à un moment. Et dans cette mission, c'est pas obligé qu'il y ait Tommy qui va avoir un enfant. Et du coup, honnêtement, alors ça, je sais que c'est ça que la série dit. Tommy n'y va pas parce qu'il a un enfant, et ils prennent personne d'autre parce que Ellie doit rester un secret. Mais je suis désolée, je n'y crois pas. Je trouve que ça ne marche pas. Je trouve que Tommy pourrait complètement dire à son frère qui vient de lui dire « Je suis vieux et je suis faible. Non, ne pars pas seul avec une gamine de 14 ans dans cet endroit où je t'ai quand même dit que il y a à la fois des raiders et des infectés, mais si t'es prudent, ça passe. J'ai 3 bons potes. Je vais leur demander de venir avec toi. » Alors je comprends qu'il veut pas mettre en danger sa place dans l'écosystème assez rigide de cette commune, qu'il veut peut-être pas froisser Maria, qu'il est pas là depuis si longtemps, mais je n'y crois pas. Je suis désolée, c'est une enfant et un homme cassé, il y a aucune raison de les laisser partir tout seul. Et aussi ça m'énerve parce que Tommy lui donne son fusil mais il lui donne pas les balles qui vont avec, et je suis là ok connard, il a 2 balles, qu'est-ce qu'il va faire après ? Mais bon, c'est pas grave. Ok. On a de nouveau, donc voilà, ils partent trop tôt, et ils partent tous les deux, et ça n'a pas vraiment de sens qu'ils partent aussitôt tous les deux, et je suis désolée que vous soyez gamer ou pas, que vous ayez adoré cet épisode ou pas, si vous essayez de venir m'expliquer que c'est logique, je ne vous croirais pas, je pense, parce que je suis là vraiment, tu restes au moins une semaine à bien bouffer déjà, et tu montes un petit gang qui va t'escorter, quoi, normal. Merde alors. Bon, du coup, on a 5 jours de chevauchée fantastique avec Joël et Ellie qui font un petit séminaire père-fille. Il lui apprend à tirer, ils font des vannes. J'ai quand même bien ri parce que, donc pour vous raconter ma petite vie, je traîne beaucoup sur Reddit, comme vous le savez, et il y a un subreddit dédié à tout ce qui est sur la fantasy. Donc Reddit, c'est un gros forum. En gros, il y a des sous-forums surtout, et il y a un gros sous-forum sur la fantasy. Et l'autre jour, je lisais des discussions sur ce subreddit sur la fantasy, et il y en avait une sur c'est quoi les clichés qui vous énervent le plus dans la fantasy.
Et il y avait beaucoup de réponses qui disaient ça m'énerve que les gens qui écrivent de la fantasy comprennent pas comment ça marche les chevaux. Genre les chevaux, on dirait toujours que c'est des genres de motos à carburant illimité. Les gens ils chevauchent toute la journée. Ils se mettent à 2 ou 3 sur un cheval. Ils mettent jamais pied à terre. Ils croient que le cheval il suffit de l'accrocher vaguement et de le laisser brouter. Il va se laisser faire. Il y a pas besoin de le nourrir, pas besoin de le brosser, de s'occuper de lui. Et là c'est exactement ce qui se passe. Parce qu'on voit Joël et Ellie juste à 2 sur le cheval, où je suis là, mais déjà pauvre bête, genre marchez à côté, non, franchement vous êtes pas si pressés. Et avec toutes leurs affaires en plus pour au moins 2 semaines, parce qu'il y a au moins l'aller et a priori le retour pour peut-être que Joël s'il laisse Ellie là-bas, mais en tout cas c'est le best case scénario, c'est 15 jours de voyage avec un cheval. Je pense pas que t'es assis à 2 sur le cheval tout le long, je pense que ce cheval est très fatigué. Mais ça, ok, c'est pas grave, j'y connais pas grand-chose en canasson. Je peux suspendre la crédulité, tout ça. Mais bon, on continue à creuser la relation entre Joël et Ellie avant l'inévitable, à savoir l'arrivée à l'université. Une université désertée, bien désertée, dans laquelle ils s'engagent pourtant, je trouve, avec assez peu de prudence, à savoir à cheval, ce qui fait du bruit, avec leurs armes à la main, mais du coup Joël a vaguement les rênes du cheval, enfin si le cheval il panique, vraiment Ellie elle tombe, elle s'ouvre le crâne, et ils ne sont pas du tout stressés de découvrir des singes sauvages dans cette université, alors que c'est des gros singes, et les singes mon gars, ça t'arrache la gueule, hein. Vraiment les singes ça fait hyper peur, c'est hyper vénère, donc quand ils voient des singes et qu'ils sont là oh des singes, je suis là non c'est pas fun un singe, hein. Mais d'accord ils ont bon peut-être que dans un monde avec des infectés et des raiders on a moins peur des singes, ça paraît un petit peu banal. Mais voilà, ils font pas preuve d'une très grande discrétion avant de se rendre compte que bien évidemment, même joueur joue encore. Oh non, la princesse est dans un autre château, les Fireflies ne sont pas là. Mais il y a une grosse carte bien pratique sur le mur qui a l'air d'indiquer que tous les Fireflies se sont réunis à Salt Lake City. Bon. Ça me saoule. Je commence à en avoir marre. On arrive, ils sont pas là, on continue. Encore une fois, cette construction inhérente aux jeux vidéo il faut qu'il y ait une progression linéaire. Je la comprends dans un jeu vidéo, je trouve qu'elle marche bof en série, et je trouve que en fait c'est aussi cet esprit de déduction où vraiment Joël il se dit il y a une carte avec des punaises qui vont à Salt Lake City, on va juste aller là-bas. Je suis là mes frères, enfin c'est quoi tu veux pas genre par exemple tu reviens à Jackson, tu te refais une santé, tu repars dans une ville où il y a une radio, parce que à Jackson, ils en ont pas visiblement. Et avec la radio, t'appelles Salt Lake City et t'es là, bonjour, est-ce que je pourrais parler au Firefly? Enfin, j'en sais rien, mais c'est vraiment un indice très léger, quoi. Il y a pas un papier qui dit, ici les Fireflies, on va à Salt Lake City si vous avez besoin de nous, quoi. Je suis là, ok, on mise sur pas grand chose. Et du coup, je commence à avoir du mal à croire à cette progression. Enfin, je suis là en mode, mais je sais pas c'était quoi leur but en partant de l'université. Est-ce qu'ils allaient se barrer direct à Salt Lake City ou revenir à Jackson et ensuite faire une expédition, peut-être sans Joël, pour emmener Ellie, je ne sais pas. On n'aura pas le temps de le découvrir puisque, guess what, il y a des raiders, bah oui. En fait, connard, quand tu laisses ton cheval attaché devant un bâtiment désaffecté, les premiers gars qui vont passer, et il va y en avoir, ils vont voir ton cheval et ils vont savoir que t'es là. Donc ça m'a un petit peu énervé. Et aussi, il a pas du tout attaché le cheval. Il a juste genre posé les rênes du cheval sur un moignon de branche d'arbre. J'étais là, ce cheval s'est barré, hein. Ce cheval vraiment potentiellement est parti. Ce n'est pas très safe pour ton seul moyen de locomotion de ne même pas faire un nœud. Peut-être qu'il se disait, maybe on va devoir partir en urgence. Et effectivement, c'est ce qui arrive puisqu'il y a des raiders. Ils sont à 5 contre 2. Joël décide de ne pas leur tirer dessus depuis la fenêtre du toit, ce qui aurait pu être un carnage facile, mais je pense qu'il a quand même un petit peu de réticence à tuer, et aussi, ils sont quand même à 5 contre 2. Il décide de jouer la discrétion, mais il n'entend pas arriver, classique Joël, il n'entend pas arriver le rider qui, heureusement, grâce au cri de Ellie, ne l'éclate pas avec sa batte, mais éclate sa batte contre l'arbre. Malheureusement, il a aussi le temps de planter son moignon de batte dans Joël, qui lui fait un bon petit fait dodo. Et du coup, Joël et Ellie s'enfuient, mais Joël est très grièvement blessé, puisqu'il a un pieu empalé dans le bide en fait, ce qui est plutôt bof. Et du coup, ils réussissent à semer leurs assaillants, mais malheureusement Joël tombe du cheval au bord d'une voie ferrée désaffectée, et Ellie se retrouve à le supplier de reprendre connaissance et à lui rappeler qu'elle ne peut pas continuer sans lui car elle n'est pas assez forte, car elle ne sait pas assez faire les choses. Dernier détail, histoire de bien vous mettre le seum pour cette fin d'épisode.
La musique de fin, c'est Never Let Me Down Again, une chanson de Dépêche Mode, reprise ici par la fille de Craig Mazin, le co-showrunner de la série. Donc autant vous dire que le népotisme se porte bien, c'est sa fille de 18 ans qui a fait cette reprise. Mais à part ça, reprise qui est, à part le népotisme, fort sympa. Never Let Me Down Again, on l'a déjà entendu dans The Last of Us, puisque c'était la chanson, la fameuse chanson années 80 qui passait à la radio en signe de danger à la fin de l'épisode où Joel, Tess et Ellie quittaient Boston pour partir, quitter la QZ, pardon, la zone de quarantaine pour partir emmener Ellie à la première étape qui s'est révélée être plutôt un traquenard. Et c'est aussi, donc c'est la deuxième fois qu'on entend cette chanson dans The Last of Us, mais elle a ici un arrangement beaucoup plus sombre et tragique. Et les paroles disent I'm taking a ride with my best friend. I hope he never lets me down again. He knows where he's taking me where I want to be. I'm taking a ride with my best friend. À savoir, je voyage avec mon meilleur ami. J'espère qu'il ne me laissera plus jamais tomber. Il sait où il m'emmène. Il m'emmène là où je veux être. Je fais un voyage avec mon meilleur ami. C'est donc extrêmement cruel de nous mettre ça dans les oreilles au moment où la petite main de Ellie se pose sur la grosse joue de Pedro Pascal et elle pleure et elle dit « Tu peux pas mourir ». Je suis là, c'est vrai, ok ? Mais alors, il y a Célia qui m'a demandé sur Instagram « Est-ce qu'il est vraiment dead ?» Alors, je ne vais pas vous le dire. Mais je peux vous dire que je suis curieuse s'il survit de voir comment il va survivre parce que là, il est vraiment dans la neige, solo, inconscient, avec une blessure hémorragique à l'abdomen. Je suis là, frère, c'est comme ça qu'on meurt. Hein. C'est la fin de cet épisode. Je ne vous en dirai pas plus sur la suite, bien évidemment, à part qu'il nous reste du coup 3 épisodes à passer dans l'univers de The Last of Us pour cette saison, car rappelons que cette saison ne fait que 9 épisodes et pas 10 comme la majorité des créations HBO. Et on est donc sur un épisode que, pour conclure, moi j'ai trouvé... En fait, il est bien joué, il y a pas de souci. Les dialogues sont cool, les acteurs et les actrices sont au top. Les nouveaux personnages et les nouveaux lieux marchent bien. J'aime bien Maria, j'aime bien Jackson, j'aime bien tout cet univers. J'aime même bien, j'aurais bien passé une demi-heure avec le couple de natifs américains qu'on voit au début. Là, ils avaient l'air d'être des barres, mais trop rushé, ça va trop vite. Et on est obligé, pour maintenir ce rythme d'action, d'avoir des personnages qui se comportent de façon border irrationnelle, et pas irrationnelle comme des gens polytraumatisés peuvent l'être, mais irrationnelle comme c'est dans le scénario, du coup on avance, et ça me fâche un petit peu. Alors ça ne veut pas dire bien sûr que je vais arrêter de regarder The Last of Us, mais c'est ce qui fait que cet épisode m'a pas laissé un souvenir aussi impérissable qu'à d'autres. J'ai vu un peu de tout sur internet, et dans mes DM, j'ai vu des gens qui me disaient j'ai détesté, c'est pas cohérent, c'est des grosses ficelles. J'ai vu des gens qui me disaient j'ai été bouleversée, j'ai adoré. Mais en fait, c'est marrant parce que les gens qui me disent j'ai pas aimé, ils me disent j'ai pas aimé le scénario, c'est pas logique. Les gens qui me disent j'ai adoré, ils me disent j'ai adoré les émotions, j'ai adoré le jeu d'acteur de Bella Ramsey, etc. Et en fait, je pense que c'est un épisode où les deux réalités cohabitent. C'est pas un épisode qui est très logique au niveau scénario, mais ça reste comme d'habitude un épisode où il y a du très bon jeu d'acteurs et d'actrices. Et aussi, rappelons-le, du pognon. Il y a des très beaux plans. Alors, il y a un œil, déjà, bien sûr. Il y a une vraie cinématographie. Il y a aussi du pognon pour faire des beaux plans. Mais il y a des très belles choses qui se passent. La ville de Jackson, c'est magnifique. Les plans sur la nature, c'est magnifique. Ça change du côté très ville post-apocalyptique qu'on a pu avoir jusqu'ici pour quelque chose des mondes, des univers qui sont hyper vastes, hyper larges. Il y a plein de plans où il y a beaucoup plus de ciel que de terre. Et ça donne cet aspect immense et ça rend les humains tout petits. Et en même temps, du coup, quand ils rencontrent d'autres humains, on a envie de leur dire, restez avec, quoi. Restez ensemble parce que vous êtes trop petits dans ce monde trop grand. Et ça se termine sur Ellie qui est peut-être toute seule, ou en tout cas qui pense être toute seule dans ce monde trop grand et hostile. Et c'est dur. Mais il va falloir peut-être gagner un tout petit peu en cohérence. Et peut-être, du coup, pour la saison 2, j'imagine, parce que celle-ci, elle est finie, hein, mais prendre un peu plus son temps. Parce que si on a pu passer 1 heure avec Bill et Frank et rien regretter, on peut passer 1 heure à Jackson, quitte à avoir un peu moins de scènes d'action ou un peu moins de moments, quitte à couper dans les moments d'action pour, selon moi, rajouter du développement des personnages. C'est toujours ce que je préfère. Au niveau des différences entre le jeu et la série, du coup, pour cet épisode, je vous ai noté un petit peu les différences. Donc déjà, le couple du début, le fameux duo natif américain, n'est pas dans le jeu. Il a été rajouté directement dans la série, mais il est super et ça fait partie des petits incipits que la série aime bien faire. Alors au début, on se disait peut-être ça va être des flashbacks à chaque fois, finalement non. Enfin des flashbacks sur le début de la pandémie, puis il y a eu le flashback sur Bill et Ted, mais qui était du coup tout l'épisode. Bill et Frank, pardon. Bill and Ted, c'est complètement autre chose.
mais qui était carrément tout l'épisode. Mais voilà, on a parfois des minuscules aspects d'autres pans de la vie pendant la pandémie. Et du coup, ce flashback n'était pas dans le jeu. Il a été ajouté pour la série, mais il est très cool. Dans le jeu, Joël rencontre Tommy et Maria ensemble. Donc il y a pas ce moment où Maria, elle sait pas qui il est, elle doit le deviner et lui faire confiance et le ramener. Joël et Ellie rencontrent Tommy et Maria en train de réparer le fameux barrage, puisque c'est le barrage qui amène l'électricité à Jackson. Donc peut-être que ça aurait été l'occasion d'apprendre comment fonctionne un barrage électrique, mais peut-être que c'est un peu chiant. Dans le jeu toujours, il y a une petite différence au moment où Ellie apprend entend Joël demander à Tommy de s'occuper d'elle et du coup pour elle entend Joël l'abandonner. Là dans la série, elle part dans sa chambre littéralement comme une ado, dans la chambre de la maison où elle loge. Dans le jeu, elle vole un cheval et elle s'enfuit jusqu'à un ranch abandonné où Joël la retrouve et où du coup c'est là qu'ils ont la grande conversation. Je suis pas ta fille, t'es pas mon père, tout le monde m'a abandonné sauf toi. Voilà, la conversation avec les émotions dedans. Dans la série, je trouve ça plus logique qu'elle se barre pas. Ça aurait rajouté du temps pour rien. Et encore une fois, on passe déjà pas assez de temps à Jackson. Donc moi, je suis contente qu'on y reste le plus possible. Dans le jeu, Maria n'est pas enceinte. Tommy ne s'apprête pas à être père. Et je trouve ça très intéressant de l'avoir ajouté. On n'en a pas parlé, mais il y a aussi cette phrase de... En fait, Tommy qui devient père, ça rappelle forcément à Joël que il avait... Enfin, c'est ce truc de la vie continue, mais c'est aussi, Joël, il a perdu un enfant, quoi. Donc ça... Et il est pas capable d'aider Tommy à être un bon père. Puisque quand Tommy lui dit ça me fait peur, mais j'espère être un bon père, Joël lui répond littéralement on verra. Ce à quoi d'ailleurs Tommy lui dit t'es un connard de dire ça. Donc je trouve ça bien qu'ils aient rajouté le fait que Tommy va être père, et je trouve que pour le coup, ça lui donne une vraie bonne raison de ne pas accompagner Joël. Je crois au fait qu'il l'accompagne pas parce qu'il va avoir un enfant. Je trouve que c'est raisonnable de sa part. C'est juste que c'est pas le seul mec de Jackson, donc je comprends pas pourquoi, ou la seule meuf d'ailleurs. Je comprends pas encore une fois pourquoi ils sont obligés d'y aller solo. Ok. Et enfin dans le jeu, Joël ne se prend pas un morceau de batte de baseball éclaté dans le bide, mais carrément il se fait transpercer par une tige de métal qu'il y a dans le béton armé là. En fait, ils sont en train de se bagarrer avec un des attaquants au 2e étage d'un bâtiment de l'université. Et Joël bascule et se fait carrément empaler par du coup ces morceaux de métal qui sont dans des blocs de béton. Donc c'est assez horrible. Et c'est encore plus dur de croire à ses chances de survie, je trouve. Là, au moins, ça a pas traversé. Même si, comme je vous ai dit, je suis peu confiante. J'espère vraiment qu'il y a un hôpital pas loin parce que je suis là... ça pue quand même. Et je suis curieuse de voir s'il survit, comment ça se passe. On est sur une blessure un peu moins gore, mais aussi beaucoup plus réaliste et beaucoup moins impressionnante, beaucoup moins spectaculaire. Puisque c'est ce combat silencieux, ultra rapide. Et en fait, c'est souvent ça, la violence, je pense, dans la vraie vie. C'est chaotique, c'est brouillon, ça va vite. Et avant que tu te rendes compte de ce qui est en train de se passer, c'est déjà fini. Et t'as buté un gars et tu t'es fait planter. Et comme il y a l'adrénaline, tu t'en es même pas rendu compte sur le coup. Donc je trouve ça intéressant d'avoir fait ce combat. Et puis c'est aussi un combat qui est beaucoup plus organique. Et aussi, du coup, Joël est blessé par quelqu'un, par un humain. Ça c'est un petit peu différent dans le jeu. Pas tant, mais un petit peu. Et maintenant, on attend la suite. Qu'est-ce qu'on attend de la suite ? Comme je vous ai dit, un peu moins de logique jeu vidéo. Et aussi, je me rappelle qu'il reste du coup épisodes 7, 8 et 9, il reste 3 épisodes pour aborder quand même, j'imagine, pas mal de choses, parce que là, au point où on en est, du coup, on ne sait pas quelle est la suite. Il faut que Joël, potentiellement, soit sauvé, s'il ne meurt pas. Il faut que Ellie soit sauvée aussi, parce que là, elle est toute seule. Et il faut, du coup, est-ce qu'on va aller jusqu'à Salt Lake City, retrouver les Fireflies en 3 épisodes, faire tout ça et retrouver les Fireflies ? Je ne sais pas, ou ne pas retrouver les Fireflies d'ailleurs, mais du coup, est-ce qu'ils vont lâcher l'affaire et dire ok, on fait pas de vaccin avec Ellie, c'est trop dangereux ? Enfin, je ne sais pas. Mais ce que ça m'inspire, c'est un petit peu d'angoisse à l'idée de du coup, peut-être que ça va continuer à aller très très vite, d'étape en étape, et moi qui réclame plutôt une série qui apprend à se poser, ça me chafouinerait un petit peu. Mais bon, on en saura plus la semaine prochaine dans un nouvel épisode de The Last of Us et, si tout se passe bien, un nouveau débrief qui sera cette fois-ci en direct sur ma chaîne Twitch le mardi à 21h. Merci beaucoup de m'avoir écouté. J'espère que ce débrief en tête-à-tête avec moi-même vous a plu. Moi, l'exercice m'a bien plu et j'ai quand même fait 1 heure et quelques. Qu'est-ce qu'elle cause, dis donc ? C'est plus long que l'épisode, je pense, ce débrief. Merci beaucoup de m'avoir envoyé vos retours sur Instagram. Merci beaucoup d'écouter ce podcast, bien sûr. Je vous fais des gros bisous et je vous dis rendez-vous la semaine prochaine du coup pour un nouveau débrief de The Last of Us. Bye bye.